Bonjour tout le monde. Je vous demanderai un petit peu de silence, s'il vous plaît. On va commencer très bientôt notre panel de clôture. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente. Je suis Nicole Saint-Hilaire, vice-présidente au Cercle Finance du Québec. Pardon, c'est moi qui ai le plaisir cet après-midi de présenter l'animateur de notre dernier panel de la journée, le panel des hauts dirigeants. Alors, il s'agit de Vincent Clich. Vincent est conseiller en placement à la financière Banque nationale, où il conseille des particuliers nantis et des organisations de petite et moyenne taille quant à leur patrimoine ou à leurs investissements. Il agit également à titre d'auteur et de conférencier pour le journal Finances et Investissements, ainsi qu'à l'Association de planification fiscale et financière. Enfin, Vincent en est à sa 4e année au sein du comité organisateur du présent colloque. Alors, je vous souhaite une très agréable fin d'après-midi en sa compagnie et en la compagnie de nos 3 panélistes. Bonne fin de journée. Merci, Nicole. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être l'animateur de ce dernier panel de la journée. La séance des hauts dirigeants, c'est le panel des présidents. Aujourd'hui, en fait, ce dont vont nous entretenir les panélistes, c'est les enjeux, les opportunités dans le secteur de l'assurance. On va avoir 3 présentations. Chacun des panélistes va faire une allocution sur des thèmes distincts. Et par la suite, on va avoir une séance de questions et réponses. Alors, évidemment, les panélistes qui sont devant vous, vous les connaissez pour la plupart, donc je vais faire une introduction qui est relativement brève. Je vais commencer avec M. Jean-François Chalifou, qui est actuaire de formation. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui qu'il a passé une dizaine d'années à Toronto chez Intact. Donc, c'est une chose que je ne savais pas et que peut-être d'autres dans la salle ne savaient pas non plus. Donc, c'est probablement pas étranger à la stratégie de SSQ dans les dernières années, à la fois de faire du général et de l'assurance de personnes. Mais par contre, dans les 10 dernières années, il a occupé des positions d'autres directions. D'abord chez Desjardins de 2009 à 2015 et depuis 2015, évidemment, il est devenu PDG de SSQ Assurance. Monsieur Dumas, actuaire de formation lui aussi, diplômé de l'Université Laval, je le mentionne. D'ailleurs, on a 3 diplômés de l'Université Laval, 2 en actuariat et un autre en formation plutôt technologique. Robert a eu une longue et brillante carrière chez Mercer, 28 ans, avant de joindre les rangs de Sun Life en 2012 à titre de vice-président principal auprès du collectif, pour ensuite devenir 2 ans plus tard président pour le Québec de l'organisation. Et finalement, M. Stéphane Rochon, qui a été formé en administration des affaires et qui a débuté sa carrière dans des rôles de développement chez Great West, au groupe Cloutier également. Au fil des ans, il a également siégé sur différents conseils d'administration du milieu. On peut penser entre autres à l'QPF, à la CSF et aussi certains OSBL encore à ce jour d'ailleurs. Il est chez Humania depuis 2003. Il y a eu un petit passage à l'extérieur en 2016 et d'ailleurs, c'est depuis cette année-là qu'il est devenu PDG de l'organisation. Alors, sans plus tarder, je vais céder la place à M. Chalifou, qui va être le premier à s'entretenir avec vous aujourd'hui. Merci, Vincent. Merci. Bonjour tout le monde. C'est assez particulier pour moi là, d'être ici cet après-midi au colloque de la retraite. Là. La vérité, c'est que j'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie, 15 ans, tu l'as mentionné, mes débuts de carrière en assurance de dommages chez Intact et chez Desjardins notamment. Puis depuis une dizaine d'années, là, j'ai piloté chez Desjardins Sécurité Financière et chez SSQ Assurance des opérations d'assurance de personnes, mais à peu près 80-90% de mes activités se sont concentrées sur l'assurance. Donc, il y a un petit 10%, c'est l'équivalent d'une année. 2, si on est généreux. Donc, je suis loin d'être un expert de la retraite ou en épargne, mais je vais quand même partager ma perspective sur cette industrie-là. Une perspective de recrue, évidemment, mais je suis bien entouré pour un peu plus de profondeur. Puis, j'ai Martin et Antoine là, qui m'ont bien alimenté.
SSQ, brièvement, c'est en fait, il y a quand même un lien là, à ma présence ici. SSQ, c'est 75 ans d'histoire, fondée en 1944. 75 ans à, je vous dirais, regrouper des individus et mettre en commun des risques. C'est aussi, à 75 ans, on a été fondé comme coopérative de soins de santé en 1944 par un médecin, le docteur Jacques Tremblay. Puis je vous dirais que rapidement, là, dans le cours de l'histoire, c'est 75 ans d'expertise que l'on parfait toujours en avantages sociaux avec les syndicats, avec les grands preneurs de contrats, avec des employeurs, avec des associations d'industrie sur quelques 2 milliards 500 millions de primes d'assurance, environ 80 c'est de l'assurance santé collective, là, puis de nos 5 milliards d'actifs d'épargne, ce qui est plus méconnu, c'est à peu près 66 d'épargne retraite collective. Donc, on est bien placé là, pour continuer de croire que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît, là, dont on a fait référence ce midi, d'ailleurs, puis sûrement dans d'autres ateliers aujourd'hui, on pense que dans ce contexte-là de pénurie de main-d'œuvre, les avantages sociaux continuent d'être importants pour les travailleurs, travailleuses et demeurent résolument pertinents. On pense aussi qu'ensemble, on est plus fort. C'est pour ça qu'on a adopté le slogan « L'esprit collectif » il y a 2 ans chez SSQ Assurance. Puis ça s'avère vrai là, autant sur le volet assurance que sur le volet épargne. La collectivisation de l'épargne, ça permet de mieux partager les risques, ça permet de réduire les frais de gestion, je vais y revenir, mais ça permet aussi d'accroître l'accès à certains types de catégories de placement là, qui seraient plus difficilement accessibles sur une base individuelle. Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Chez SSQ, on croit aussi que la notion, que le meilleur outil afin de gérer les risques liés à la retraite demeure les régimes à prestations déterminées. Évidemment, les régimes à prestations déterminées en ont pris pour leur rhume au cours de la dernière décennie. René Baudry en a fait référence ce midi. On a assisté à la fermeture de plusieurs régimes, puis l'émergence, évidemment, des régimes à cotisation déterminée. Mais chez SSQ Assurance, on a fait le choix, avant mon arrivée, là, au début des années 2010, au tournant des années 2010, on a fait le choix de maintenir nos solutions, nos régimes à prestations déterminées pour l'ensemble de nos corps d'emploi. On a du personnel syndiqué, environ la moitié, mais l'autre moitié sont des professionnels et des gestionnaires qui ont toujours accès à des régimes à prestations déterminées. Évidemment, on a tiré des leçons, mes prédécesseurs en ont tiré, j'en tire également, là, des leçons de ce qui est arrivé dans le passé. On a accru notre gestion du risque, notamment du taux d'intérêt. Évidemment, les législations, la société a également pris bonne note de ce qui s'est passé. Je pense que le cadre légal est mieux articulé maintenant, plus adapté. Et on a fait également beaucoup de changements au design de régime pour tenir compte, évidemment, du risque d'intérêt, mais aussi de la capacité de payer des travailleurs et de l'employeur, et pour tenir compte du risque de longévité. Je pense aussi que les caisses de retraite au Québec comprennent maintenant bien que les assureurs peuvent prendre du risque à leur charge à moindre coût. C'est d'ailleurs pour ça là, qu'on va réintégrer le marché de l'achat de rente en début 2020. Donc, c'est une primeur là, que j'annonce. Allez voir Martin après la présentation. Il sera sûrement heureux de vous entretenir sur ce sujet-là. Je le disais également, et vous le savez, la taille est un levier important pour gérer des régimes collectifs à moindre coût et donner accès à certaines catégories de placement. Puis ça, c'est un fait peut-être un peu méconnu dans l'industrie en général, mais les assureurs ont aussi la capacité là, de regrouper des groupes, des caisses de retraite. Donc, on agit un peu comme un regroupeur. D'ailleurs, chez SSQ, on est le fier partenaire là, du RRMQ, qui est le régime de retraite des municipalités du Québec. C'est 200 caisses
de retraite de villes de plus petite taille, là, de petite et de moyenne taille, qui se sont regroupés pour évidemment réduire leurs frais, mais également avoir accès à toute une gamme d'actifs alternatifs, de la dette privée, des actifs immobiliers mondiaux, des infrastructures, des hypothèques commerciales, des matières premières qui autrement seraient difficilement accessibles. Je terminerai ce court plaidoyer-là, en fait, qui est un peu un appel à nos valeurs sociales et communautaires sur le bien fondé des régimes à prestations déterminées. Là. Je terminerai en vous disant simplement qu'on croit également qu'il y a de la place dans l'écosystème pour toutes sortes de types de produits et de solutions, ou que ce soit autant des solutions collectives, des solutions individuelles, des solutions traditionnelles, hein, du face-à-face, que des technologies qui, pour le moment, s'adressent davantage à des niches, mais on pense que le numérique, dans la mesure où la combinaison ou la création de cet écosystème-là, de différents types de solutions, permet aux travailleurs et aux travailleuses de mieux se préparer pour l'événement de vie qui est de la retraite et de prendre le virage de l'épargne, bien, on y gagnera tous et toutes dans la société. C'est un peu comme ça qu'on voit l'avenir dans un monde omnicanal où autant les solutions collectives qu'individuelles, que les régimes traditionnels ou les solutions numériques vont vous permettre à tous et à toutes, et surtout à toutes les parties prenantes de la population, de mieux planifier leur retraite. Donc, c'était ça mon message aujourd'hui. Merci, merci Martin de m'avoir aidé dans mon, dans mon speech. Je passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rebonjour tout le monde. Alors, ce midi, je vous ai parlé en tant qu'observateur de ce qui se passe au niveau de la participation dans les régimes de retraite. Maintenant, je vais prendre une autre perspective. On va rentrer dans les discussions stratégiques que l'on a chez Sun Life, ainsi que les conversations qu'on a avec nos investisseurs institutionnels. Alors avant, un petit mise en contexte. On le sait, Sun Life est né au Canada il y a plus de 150 ans. Jusqu'il y a à peu près 30 ans, nos activités étaient essentiellement dans le domaine de l'assurance et essentiellement au Canada. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus à l'international. Notre capitalisation boursière est de 35 milliards. Notre actif sous gestion est de 1 milliard et nos revenus nets d'exploitation sont à peu près de 3 milliards par année. Nos revenus canadiens représentent dorénavant à peu près le tiers de nos revenus globaux et on a presque la parité entre les produits de gestion d'actifs et les produits d'assurance. Ça peut paraître anodin, mais on a passé aussi beaucoup de temps à définir notre raison d'être. Et je vais vous la lire. C'est d'aider nos clients à atteindre une sécurité financière durable. Et on a tenu sur le point durable pour la question de long terme, qu'on ait des solutions qui puissent être durables et puissent être utilisées pendant toute une carrière. Et un mode de vie sain. Un mode de vie sain, un assureur, normalement, on est là pour payer quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un décède. Notre ambition, c'est d'avoir un plus grand rôle. Et je pense que c'est une ambition d'industrie, c'est de s'assurer que les gens vont demeurer en santé plus longtemps et par conséquent vont vivre plus vieux. En fait, ces deux points-là font partie de notre engagement au développement durable. Et ça fait plusieurs années qu'on regarde cette question-là. Et encore l'année passée, Sun Life a été reconnu par Corporate Knights parmi les 100 organisations au monde les plus dédiées au développement durable. Alors, on en est très fiers. Il y a peu d'entreprises canadiennes qui ont réussi à se classer dans cette liste d'organisations-là. Notre stratégie corporative, essentiellement, elle s'articule autour de 4 piliers. Le pilier canadien, qui est, en fait, on veut être des chefs de file partout. Ça, on va régler ça tout de suite, là.
mais dans les solutions d'assurance et de gestion de patrimoine, que ce soit du côté institutionnel ou du côté détail. Alors, on a déjà dans certaines de ces piliers-là des positions de premier plan. Aux États-Unis, on est beaucoup plus niché. Ce qu'on recherche, c'est d'être un joueur encore de premier plan, mais surtout dans les garanties collectives. Et c'est encore plus niché que ça. C'est ce qu'on appelle les régimes style stop-loss, alors catastrophe. En Asie, un élément où il y a énormément de croissance actuellement en raison de l'émergence d'une classe moyenne avec des besoins de protection. Alors en Asie, c'est beaucoup plus de détails et c'est également protection comme gestion de patrimoine. Et le quatrième pilier, peut-être qu'on est moins connu pour ce pilier-là, c'est la gestion d'actifs. Et je dis à l'échelle mondiale parce qu'on a une présence mondiale à ces égards-là. Et si vous voulez, pour le restant de la présentation, je vais surtout parler de notre présence en gestion de l'actif. Alors, comme toute compagnie d'assurance, on a des fonds généraux. Des fonds généraux, c'est ce qui assure le paiement des prestations quand quelqu'un décède, tant que quelqu'un vit, et ainsi de suite, là où on doit garder des réserves. Alors, au cours des années, on a bâti une expérience, une expertise de 200 professionnels en gestion d'actifs qui gèrent à peu près 150 milliards de dollars, un peu plus de 150 milliards de dollars pour notre fonds général. Évidemment, à un moment donné, on s'est posé la question, on peut le faire pour l'interne, on pourrait peut-être le faire pour l'externe. Alors, on a pris de l'expansion et on offre maintenant des solutions à d'autres assureurs, à d'autres caisses de retraite et des investisseurs institutionnels à cet égard-là. On a aussi bâti une équipe ou une firme qui s'appelle MFS. Vous les connaissez sans doute aux États-Unis, mais qui a des opérations au Canada et ailleurs dans le monde. Une firme de gestion de portefeuille qui a 600 milliards d'actifs actuellement, qui est reconnue depuis 10 ans parmi les meilleures firmes en termes de rendement aux États-Unis, mais aussi qui est reconnue pour son engagement à l'investissement durable. Alors, quand vous regardez, par exemple, les principes PRI, vous allez voir que MFS sort parmi ceux qui les appliquent le plus assidûment. Au cours des années, c'est typique d'une compagnie d'assurance, on a développé un portefeuille d'immobilier. Et il y a eu plusieurs acquisitions à cet égard-là. C'est un portefeuille qui est à peu près de 50 milliards de dollars. Récemment, il y a eu des achats assez importants dans la province de Québec, entre autres à Montréal, où on croit que le Québec, de manière générale, est un endroit propice pour la croissance et par conséquent pour l'immobilier. Et finalement, évidemment, on a nos solutions de gestion de patrimoine, et ça, c'est sous le vocable de placements mondiaux Sun Life, avec actuellement 24 milliards d'actifs. Et ça, c'est notre petit bébé parce qu'il est né il y a 7 ans. Et les résultats sont absolument exceptionnels à date. Alors, il y a une belle croissance et du côté institutionnel et du côté détail. Pour terminer, parce qu'on a parlé beaucoup de régimes à prestations déterminées, évidemment, quand on est capable de faire de l'appariement pour une compagnie d'assurance, on peut facilement transférer ces expertises-là vers les régimes de retraite. Alors, on peut aller dans un spectre assez large pour bonifier le rendement des caisses de retraite. Alors, pour améliorer le rendement, on a des fonds dédiés, par exemple, aux actions canadiennes ou mondiales à faible volatilité. Ça, c'est fait à partir de notre filiale MFS. Et là, après ça, on utilise vraiment notre expertise développée au sein des fonds généraux. Alors, des biens immobiliers, des actifs à valeur ajoutée, créances privées, placements privés, prêts hypothécaires commerciaux et titres à revenus fixes privés. Habituellement, on ne va pas en bas du triple B. Et après ça, et là, on a eu une croissance phénoménale dans les 2 dernières. C'est des portefeuilles ou des solutions, je vais utiliser l'expression anglaise de de-risking. Alors, ça peut être du LDI ou tout simplement l'achat d'annuités ou même des assurances longévité.
Alors, pour ce qui est des achats d'annuités, Jean-François, je comprends très bien pourquoi vous allez là-dedans, parce que c'est un marché qui est en croissance, puis à peu près uniquement 2 du marché actuellement qui est dérisqué, et tout ça, ça va se faire fort probablement par des annuités. Pour nous, les ventes annuelles oscillent entre 1,5 et 2 milliards de dollars, et évidemment, c'est des régimes qui sont assez matures. Et on a notre créneau, même à l'intérieur de ces régimes-là. Il y a des régimes où on est plus compétitif que d'autres. Et ça, c'est basé sur toute l'analyse qu'on fait sur la longévité dans notre bloc d'affaires. Alors, je vais garder du temps pour la période de questions parce qu'il y a plusieurs questions qui peuvent être reçues là-dessus. Et puis, je vous remercie. Bonjour, Stéphane Rochon. Est-ce que ça fonctionne? Mon axe de communication aujourd'hui est un peu différent de mes compatriotes. Si vous connaissez peut-être ou pas Humania, petite compagnie à Saint-Hyacinthe, fondée il y a 126, 127 années. Pour ceux qui ont des cheveux gris dans la salle, à un certain moment donné, on s'appelait la survivance. Et dans les écoles, on avait un dépliant qui avait un pingouin dessus. C'était très innovant. Donc, c'est une compagnie qui a connu beaucoup de différents enjeux au cours de sa vie, mais un fait est toujours resté, c'est qu'on a une taille qui est très modeste. On est basé à Saint-Hyacinthe. Pour vous donner une idée de grandeur, le profit annuel de Humania est plus bas que le salaire du CFO de Sun Life. J'ai pas dit le tien. J'ai regardé le dernier bilan annuel, c'est vrai. Mais tout ça pour dire comment un petit assureur de Saint-Hyacinthe peut réussir à tenter de lire le marché et agir de façon innovante. C'est un peu en 7-8 minutes ce que je vais vous parler. Puis vous allez voir vers la fin, ça va migrer vers quand on est dans le domaine du placement traditionnel ou pas, retail ou pas, quelles questions on devrait se poser pour regarder 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Première chose chez Humania, c'est de comprendre notre mission qu'on a révisée récemment, mais vous allez voir, ça va teinter toutes nos réflexions, toutes nos décisions. La première et unique chose qu'on essaie de faire dans la vie, c'est rendre l'assurance accessible. Ça a l'air très simple comme ça, mais une mission de 3 mots, pour ceux qui ont travaillé là-dessus, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on entend par accessible? C'est en termes de prix, en termes de marché, en termes d'admissibilité. Je vais donner un exemple d'admissibilité. On a été un des premiers assureurs au Canada à assurer des séropositifs. Jusqu'en 2012, assurer un séropositif au Canada en assurance individuelle, c'était pratiquement impossible. Ça, c'est un exemple quand nous, dans nos réflexions, comment on fait pour rendre l'assurance accessible. Par la suite, il y a toute la notion de relation client. Je vais en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et finalement, on arrive à la transparence. Comment on fait pour écrire un contrat d'assurance qui n'est pas pensé par un assureur, mais qui est pensé pour que ma fille de 22 ans, qui étudie ici à l'Université Laval en ergothérapie, puisse comprendre ça alors que ça ne l'intéresse nullement. Et ça, c'est des valeurs qui abritent beaucoup notre organisation. Puis vous allez voir, on a choisi un chemin pour se battre. Je dis se battre, là, mais ce n'est pas vraiment une bagarre parce que notre mandat est plus de grandir la tarte et d'en prendre un morceau que d'aller chercher les morceaux de nos compétiteurs. C'est d'utiliser les technologies. C'est pas compliqué, c'est le seul et unique chemin qu'on développe. Et c'est par la technologie. Je vais vous montrer un petit peu où on est dans notre digitalisation, quelle action qu'on prend. Un des axes les plus importants quand on parle d'innovation, on parle de modernisation et qui s'applique à toutes les industries. Pour moi, c'est un des premiers points qu'on regarde, c'est la gestion et l'interaction qu'on fait avec le client. Quel outil qu'on utilise, comment on le fait, et ça va jusqu'au produit. Une des analogies que je donne tout le temps, c'est cette fameuse caisse enregistreuse-là qui date des années 1960-65. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette caisse-là? Elle faisait un plus et un moins. Facile. Dans les années 85-90, on est arrivé avec la caisse qui, quand on pesait sur le point à la fin, ça réussissait à additionner la journée. Fait que ça, c'était sympathique parce qu'on avait l'ensemble de nos transactions. Donc, la technologie a un peu changé. On arrive au début des années 2000. Qu'est-ce que la caisse enregistreuse a fait? Elle a réussi à gérer notre inventaire. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, en temps réel, on avait une adéquation entre nos ventes et nos inventaires. Et là, il arrive la nouvelle technologie. J'ai utilisé Stripe ici, mais on pourrait pousser encore plus loin. C'est même dépassé Square qui est ici. On arriverait à Amazon. C'est-à-dire que quand vous faites une transaction,
le seul et unique but de votre interlocuteur, c'est de vous vendre un autre produit. Et ça, dans la gestion interaction avec le client, ça devient très important de prendre ce moment de recul-là. Pourquoi cette personne-là a fait une transaction avec moi et comment je vais revendre sa deuxième vente ou la troisième vente. Fait cocasse d'industrie en déchéance, le premier centre d'achat est arrivé en quelle année? Vous êtes bon. Vous avez lu le même livre que moi. 1956, quelque part en Ohio, c'est le premier centre d'achat. Aujourd'hui, on arrive en 2019. Qu'est-ce qui arrive avec les centres d'achat? Bien, tranquillement, on commence à voir, en tout cas, on perçoit beaucoup moins de croissance dans ces créneaux-là. Et l'idée, c'est de ne pas rester insensible, peu importe ce qu'on fait. On parlera tout à l'heure un peu dans le domaine du placement de la retraite institutionnelle, des grands enjeux, là, et on va répéter le mot intelligence artificielle, même si on n'est pas rendu là, puis blockchain, mais de sous-estimer ça dans votre industrie, ça va être assez important. Quand on a choisi la digitalisation chez Humania, rapidement, je vous présente le graphique. Ça a commencé en 2012 par hasard, donc on n'est pas tombé dans le soupe technologique parce qu'on voulait être technologique, mais pas du tout. En 2012, on a pris une décision, il y avait un trou dans le marché, c'était justement les gens qui étaient extrêmement difficiles à assurer. Donc on parle d'un cancer récent, séropositif, pilote d'avion, cocaïnomane, quelqu'un qui a perdu son permis de conduire, dossier criminel, tout cette espèce de marché-là qui était aux alentours de 200 millions de refus chez nos compétiteurs. Nous autres, on s'est dit, bon, on va aller dans cette talle-là parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est une talle extrêmement risquée. Quand on l'a fait, on est arrivé dans le digital. La seule façon d'adresser ces marchés-là à l'époque, c'était d'être sur le web. Parce que s'il y avait une erreur, on se trompait dans un taux, on se trompait dans une question, on devait agir très rapidement. Donc, la solution du digital, pour nous, ça n'a pas été « on veut faire du digital puis être bon en digital ». C'est arrivé un peu par hasard parce qu'on voulait développer ce marché-là. Par contre, c'est là qu'on a compris une série de choses en termes de économie d'échelle. Ce qui est intéressant, là, c'est que la première police que vous vendez sur le web, mettons qu'elle vous coûte 100$. La deuxième vous coûte combien? Elle ne coûte rien, marginalement zéro. Et ça, c'est un fait qu'il ne faut pas oublier en assurance. Comme dans la musique, avant, quand on achetait un CD-ROM pour écouter de la musique, le coût de manufacturation était 4$, 5$, puis on le payait 16$. Quand la musique est devenue digitale, la cloner, elle ne coûtait rien. Et ça, il ne faut pas le négliger, que quand le web arrive, cloner une action coûte zéro. Je continue ici. On a développé une technologie qui s'appelle Hugo. Le but avec Hugo, il y avait un problème dans l'industrie de l'assurance. Lequel? Entre le moment où ma fille Frédéric veut acheter une police d'assurance, je reviens avec elle parce que toutes mes réflexions sont basées sur des jeunes de 30 ans et moins puis des personnes de 60 ans et plus. Entre les deux, parfait que mes compétiteurs travaillent dans ce marché-là. Ce n'est pas ça qu'on veut nécessairement courir après dans notre marché. Donc, si ma fille voulait acheter une police d'assurance, ça prenait combien de temps? Durée moyenne de l'industrie? 36 jours. 36 jours avec un profil sanguin. On aime tout ça d'ailleurs, un profil sanguin. C'est vraiment sympathique d'avoir l'infirmière chez nous, l'infirmier pour faire ça le samedi matin, être à jeun la journée d'avant. Ça prenait 36 jours. La technologie qu'on a développée qui consistait à modifier la chaîne de valeur, donc comment le conseiller travaille avec son client, comment le client veut acheter, on a développé avec un algorithme. Je veux dire le mot algorithme et non pas intelligence artificielle, c'est un peu galvaudé. Aujourd'hui, on fait la même transaction 6 fois sur 10 en 30 minutes. Et malgré le fait qu'on soit un micro-assureur à Saint-Hyacinthe, si vous alliez sur les comparateurs ce matin, en assurance vie, on devrait être encore dans le top 5. 1 million et moins. Donc, c'est juste pour parler de réfléchir à la chaîne de valeur et utiliser la digitalisation. Quand on développe une technologie comme ça, faire la première police, c'est l'enfer. Après ça, ça devient extrêmement économique. C'est une technologie, rapidement, là, qui a gagné une série de prix. Je parle surtout de celui-là, qui est les Mercuriades. Ce n'est pas le plus prestigieux mondialement qu'on a gagné pour ça, mais c'est celui qui, pour moi, me touchait le plus. L'industrie québécoise a reconnu qu'on avait amélioré grandement la productivité d'une industrie. Pourquoi? Parce que le conseiller pouvait faire une transaction en une rencontre et à distance, versus dans le passé, où ça y prenait 2 à 3 rencontres physiques. Et c'est juste pour illustrer encore là la réflexion qu'on doit prendre quand on parle d'innovation, comment on la fait. Bon, rapidement, là, c'est merveilleux.
Donc, ça a gagné bien des prix. Là. Nous autres, on est bien heureux de ça. Mais c'est comme je vous dis, ça ici, c'est un prix sur nord-américain sur outil de sélection des risques numéro 1. Bon, voilà. Quand on parle, il me reste 3 minutes, si je me souviens bien, hein, c'est à peu près ça? C'est ça? 3, merci. Oui. Il y a 5 thèmes qui reviennent tout le temps là, quand on parle d'assurance et de planification de retraite. Et il y a 5 thèmes employés. C'est peut-être un petit peu plus retail, surtout le deuxième, mais la présence digitale, les réseaux sociaux, la gestion interaction avec le client, l'automatisation puis le modèle de revenu. Le modèle de revenu, l'industrie des placements, je pense que le virage a été fait il y a quelques années. La vague de transparence est apparue il y a quelques années. La pression sur les modèles de revenus est apparue il y a quelques années. L'automatisation, la présence digitale, il y a encore beaucoup mieux à faire. Et c'est là que ça devient intéressant, que ce soit par des outils de retraite collectifs ou individuels. Il faut malheureusement se positionner stratégiquement, non pas pour informatiser ce qu'on fait, mais pour informatiser ce que notre génération de demain va vouloir. Et ça, des fois, ça demande une capacité de recul relativement grande parce que le réflexe naturel des grands manufacturiers, dont nous-mêmes, je me considère comme un grand manufacturier, là, même si ce n'est pas le cas, c'est d'informatiser un processus pour le digitaliser. Il faut regarder la situation totalement autre, c'est-à-dire comment mon client pense, et après ça, remonter en arrière et digitaliser l'expérience dans ce réseau-là. Et ça, c'est pour nous, quand on regarde une transaction, une innovation, un développement technologique, c'est les 5 axes à toutes les fois qu'on va se poser la question. Dernier point qui est important, puis dans le domaine de la retraite, plus retail, je pense que ça devient intéressant. Je termine là-dessus. Innover avec des produits peu exploités. Quand les disrupteurs rentrent dans un marché, ils vont rentrer dans un marché mature, de masse et uniforme. C'est comme ça que ça se passe. Le taxi est un exemple d'une simplicité légendaire. La vente de musique est le même exemple. Et vendre des livres, c'est la même affaire. Des marchés matures, de masse et uniformes. Et pour vous, comme conseiller en placement ou même institutionnel, ça devient extrêmement important de développer des nouveaux marchés. Chez nous, je prends un exemple, surtout le second est intéressant. Ça, c'est le nouveau gaga de l'organisation, c'est de travailler avec les baby boomers. Pourquoi les baby boomers? Bien, c'est 28 de la population, c'est 29 dans 2 ans d'ici. Et c'est un marché auquel on offre 2 choses actuellement. On offre des placements et on offre de l'assurance. Nous, ce qu'on dit, il faut aller un petit peu plus loin. Je prends l'exemple, quand je l'amène dans le domaine des placements, on a parlé un peu d'annuité. C'est 100% certain que les rentes viagères vont revenir à la mode. Pour arrêter de vous poser la question, ça va revenir à la mode, surtout dans des fins de cycle, puis on vise des récessions. Certains vont dire que les rendements ne sont pas bons. Mais on ne vendra pas de rentes viagères sur Internet sans conseiller dans des vases clos. Et c'est là que les stratégies de différenciation par les produits dans un domaine comme le vôtre peuvent venir extrêmement utiles. Il me resterait 3 slides, mais je vais laisser la chance aux questions. Merci. Merci à tous les 3. Écoutez, on a un certain nombre de questions que j'aimerais... en fait, je vais débuter, puis éventuellement, tout à l'heure, là, on prendra quelques dernières minutes, si jamais il y en a dans l'assistance qui souhaitent poser des questions à nos panélistes. Je vais commencer avec celle-ci. Vous avez des organisations qui ont fait des choix différents en termes de gestion de l'actif. Robert nous a dit qu'eux autres, ils géraient leurs actifs à l'interne. Ils ont même décidé d'utiliser leur expertise pour l'offrir à l'externe. J'aimerais savoir un petit peu en termes de gestion déléguée versus gestion interne des placements, qu'est-ce qui motive vos choix? Évidemment, Robert il a touché un petit peu, là, donc peut-être nous en reparler, mais les 2 autres, ce serait le fun de vous entendre là-dessus. Chez SSQ, là, tu me permets de commencer, de te laisser un répit. Oui. Laisser un répit. Faut rester. Chez SSQ, en fait, on fait uniquement... on est parti là, on ne fait pas de gestion interne depuis le début des années 2000. Je pense au tournant des années 2000, on avait une division qui en faisait, puis on s'en est départi. Raison principale, je dirais, pas de confusion. On gère des gestionnaires, il n'y a pas d'ambiguïté. Impartialité complète par rapport entre
par rapport à ce qu'on offre à nos clients. Puis je dirais aussi éviter les conflits d'intérêts entre la stratégie, donc on conseille sur les stratégies de placement plutôt que sur les tactiques puis les choix des placements. Donc c'est un peu comme ça qu'on a choisi de travailler chez SSQ. Bien, chez nous, le format d'entreprise nous oblige. Ça règle assez vite la question. Donc, on sous-traite, évidemment, on va déléguer. On travaille avec une firme d'experts qui est chez Fiera Capital. Ils sont sûrement dans la pièce ici. Puis, pour nous, c'est plus simple. Puis, ça continue de nous laisser focusser sur notre stratégie de développement pure et simple. Et à ce moment-là, on donne les axes, comme on disait, à peu près où on va aller. Puis, les discussions vont se faire sur la tactique. Mais l'opération elle-même va être faite de façon totalement déléguée sous une politique de placement, comme j'imagine mes compatriotes, qui englobe les grandes lignes. Il y a un point qui est intéressant ici, là, c'est l'espèce d'indépendance de la politique de placement avec les opérations de l'entreprise. Et ça demande une gouvernance assez particulière si on la fait à l'interne. Et ça, on a des murs chinois entre les opérations, si tu veux, et la gestion, l'appariement actif-passif. OK. Merci beaucoup. C'est sûr que si on s'était parlé il y a 10 ans, puis je vous avais dit que les taux d'intérêt sont là où ils sont aujourd'hui, probablement que vous m'auriez pas cru. Et j'avais une discussion un petit peu plus tôt aujourd'hui avec un éminent gestionnaire de revenus fixes qui disait que pour avoir la même ride avec les obligations au cours des 10 prochaines années, il faudrait que les taux s'en aillent à moins 2,5. Alors, ma question est la suivante. Comment vous faites pour naviguer dans cet environnement-là? Est-ce que, on se doute un petit peu des réponses, là, mais ça serait intéressant de savoir l'approche que vous avez adoptée, puis aussi, qu'est-ce que vous voyez pour le futur avec vos engagements auprès de vos assurés? Non, je peux y aller, puis je pense que je l'ai peut-être expliqué, là, c'est d'aller chercher du rendement additionnel, peut-être en baissant un peu la qualité de certains titres. On prend des réserves pour ça, évidemment, mais aussi en allant dans des placements qui sont moins liquides et sur une plus grande période de temps. Infrastructure, par exemple. L'immobilier, beaucoup plus qu'on en avait auparavant. Alors, il faut faire des compromis quelque part. Le compromis, on le fait surtout sur la liquidité des placements pour aller chercher des spreads additionnels sur ce qu'on faisait auparavant. Jean-François? C'est un bon exemple. Je dirais aussi l'importance d'une bonne communication efficace entre nos équipes de placement et nos équipes d'affaires, notamment là, en tarification, là, pour s'assurer là, que la stratégie de placement soit bien alignée avec la stratégie d'affaires. Là. Ça, c'est assez crucial. On a aussi, évidemment, chez SSQ, là, 5 milliards d'actifs, tu disais 1000 milliards. Évidemment, des équipes beaucoup plus petites que chez Sun Life. Mais néanmoins, ouais, c'est ça, on s'en reparlera après. Mais néanmoins, je dirais, quand même des équipes diversifiées là, avec des CFA, des actuaires, pour essayer là, de développer de la marge là, sur nos stratégies de placement. Là. Fait que c'est un peu comme ça qu'on essaie de survivre à ce contexte-là qui n'est pas facile. Là. D'ailleurs, j'ai un peu plus de cheveux blancs que j'en avais il y a 5 ans. Mais c'est intéressant ce point-là, là, parce que assez souvent, quand tu vas arriver dans des gros deals d'annuité, il faut que tu ailles voir les placements que tu es capable d'aller chercher. Fait que pour nous, ça, c'était extrêmement important qu'on puisse avoir cette fluidité. Ça ne veut pas dire que tout est à l'interne, mais ce qu'on a trouvé, c'est surtout dans des placements de gros deals d'annuité, tes gens de placement et tes gens de pricing vont être assis ensemble. On va rajouter un petit peu là, sur l'argument. Tu sais, quand on regarde un placement, bien, il y a le rendement. Le commun des mortels regarde le rendement. Nous, on regarde la durée. Puis là, en plus, on est obligé de regarder avec les diverses règles l'impact sur le capital. Et ça nous amène à des outils, là, tu sais, comme exemple, là, quelque chose qu'on pourrait regarder un peu plus, ce serait des notes structurées actuellement, tu sais, avec des minimums de garantie. Le législateur va te donner un break, juste en guillemets, sur tes capitaux requis. Ça, tu perds un petit peu de rendement, mais tu réussis à l'offsetter parce que la gestion d'une caisse d'assurance est vraiment multidimensionnelle. Là. Elle n'est pas bidimensionnelle, tridimensionnelle et quadridimensionnelle. Tu sais, ça va loin. Chacune des décisions peut avoir des impacts assez intéressants. Fait qu'il faut être assez imaginatif, mais on utilise les nouveaux outils. Effectivement, là, l'infrastructure qui, si le législateur encore là pourrait nous donner un petit break, même si ce n'est pas le temps de parler de ça, bien, c'est des outils qui fitteraient parfaitement puis qui nous permettraient une surexposition puis d'investir justement dans le développement au Québec. C'est un peu plus difficile, mais on les regarde sur tous les aspects. Mais exemple, un outil là, qui
qui semble faire du bon sens, ce serait des certains formats de notes protégées qui sont regardés comme des obligations, mais qui vont offrir une garantie boursière avec une certaine protection en échange de certains frais. OK. J'aurais pas cru que des assureurs feraient des produits structurés. On les fait pas, on les regarde avec, avec les gestionnaires. gestionnaires. Non, nous, OK. on les fait pas, mais c'est le genre d'outils qu'on va utiliser. Puis des fois, on peut faire des décisions un petit peu... ton gestionnaire va te trouver un peu bizarre ou le commun des mortels. Tu vas sacrifier du rendement pour ton capital. Ou tu vas faire l'inverse. Des fois, tu vas sacrifier ton capital pour du rendement. C'est vraiment multidimensionnel. C'est assez impressionnant. Je vais vous garrocher une curveball. Tout le monde se garoche dans l'infrastructure puis dans la dette privée, puis dans l'immobilier. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une compression des rendements-là du fait qu'il y a de plus en plus d'appétit? Oui, vous le voyez déjà. Non, on le voit. Alors, c'est quoi le next big thing selon vous? Il n'y a pas d'idée? Crystal ball. Augmenter la tarification. Oui, c'est ça. OK. À un moment donné, c'est ça qui va se passer parce que les outils sont assez limités, à moins qu'on change la réglementation des règles de capitaux. Une fois que tu es rendu au mur, là, c'est la tarification. Parlez-nous maintenant peut-être de votre stratégie de développement d'un point de vue géographique. Robert nous a parlé un petit peu du développement à l'international qui constituait maintenant, si j'ai bien compris, à peu près 70 là, de votre chiffre d'affaires. Les deux autres panélistes, vous avez une stratégie qui est somme toute différente, un positionnement qui est différent. Fait que Robert, évidemment, si jamais tu veux rajouter sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu es le bienvenu. Mais j'aimerais bien vous entendre, Stéphane et Jean-François, sur votre positionnement géographique. Comment vous le voyez pour les années futures? Bien, nous, notre siège social est à Saint-Hyacinthe, fait qu'on vise une percée à Drummondville. Non, ceci étant dit, le gros de nos affaires, pour nous, on décentralise totalement la transaction. C'est des transactions web. Donc, on va fonctionner par des poches de clientèle. Comme exemple, je parlais de baby boomers. On va trouver où les baby boomers sont, qui ressemblent le plus au profil de client. Puis à ce moment-là, on va devenir agressif en commercialisation, assez ciblé en fonction des marchés cibles. Mais le gros de la croissance... on ne le regarde pas, comme je disais, de façon géographique traditionnelle. On le regarde par marché. Le Québec est très saturé parce que il y a beaucoup d'assureurs bien implantés avec raison, puis des grosses marques de commerce. Le Canada, bien que la compétition est assez forte aussi, pour nous, dans notre type de marché, nous laisse de la place assez grande. Et un des nouveaux marchés qu'on travaille, qui est pan-canadien, c'est toute la notion de l'assurance voyage spécialisée, entre autres aux États-Unis pour les snowbirds. Nous autres, chez SSQ Assurance, on est leader en assurance collective au Québec. Évidemment, les opportunités de croissance sont à l'extérieur du Québec pour nous, là, déjà à 20 des poussières là, de part de marché au Québec. Donc, c'est clair qu'on est présent en assurance collective, là, ce que peu de gens sachent. Là, on a déjà environ 30 de nos activités d'assurance de personnes là, qui proviennent de l'Ontario, des provinces de l'Ouest et des provinces atlantiques. C'est en développement, c'est en croissance plus rapide. Là, plus de la moitié de nos ventes, autant d'assurance collective que d'assurance individuelle, proviennent maintenant de l'extérieur du Québec. Puis on a développé, avec le temps, ça ne paraît pas, là, mais on a quand même développé nos groupes au Québec, là, dans notre 20 de part de marché, forte prédominance de groupes du secteur public. Et quand on regarde les groupes des secteurs privés, bien, forte présence d'entreprises dont une masse importante de travailleurs sont syndiqués. Puis quand on regarde à l'extérieur du Québec, bien, c'est là aussi que la marque SSQ, puis notre histoire, notre ADN résonne davantage. Il y a 30 des travailleurs canadiens. On a toujours l'impression que les syndicats sont présents uniquement au Québec, mais il y a quand même, mine de rien, là, 30 des Canadiens qui sont syndiqués également à l'extérieur du Québec. Donc, c'est une belle possibilité pour nous de croissance. Évidemment, la concurrence y est vive. Là. J'ai à mes côtés un assureur dominant à l'échelle canadienne, particulièrement féroce à l'extérieur du Québec. Donc, il faut y aller à la marge. Il faut y aller à la marge. Non, c'est pas toi, là, c'est ta compagnie, je comprends bien ça. Mais donc, il faut y aller à la marge, là, mais on y travaille ardemment. Là, puis vous opérez sous le nom de SSQ partout, c'est toujours le même brand. Ouais.
Robert, outre ce qu'on a parlé tout à l'heure, je serais peut-être intéressé, là, on s'en était parlé dans nos échanges préalables au panel d'aujourd'hui, au niveau du placement. La question de l'Inde, entre autres, est une question là, qui est souvent mise de l'avant par les gens de Sun Life au niveau de la gestion de l'actif. Excuse-moi, la question de l'Inde, je m'excuse, oui, quand même, l'Inde qui est connue comme étant une prochaine grande puissance. Et puis, bon, c'est ça, en tout cas, moi, d'un point de vue retail, là, c'est une histoire qu'on a entendue beaucoup de votre part. Alors, j'aimerais peut-être t'entendre sur ce sujet-là. Oui, absolument. Il y a l'Inde et l'Asie de manière générale, mais l'Inde est un peu plus structurée à ce moment-ci. C'est l'émergence d'une classe moyenne, premièrement, et il y a déjà des gestionnaires d'actifs qui ont une belle présence internationale, Birla Life, par exemple, où on a une participation de 51 %, qui avait des produits qui complétaient les nôtres du côté international. Alors, il y avait un fit là-dessus, et il y avait surtout la possibilité que ce marché-là débloque éventuellement, et c'est ce qui arrive. Et d'arriver spécialement les pays très éloignés, il faut comprendre la culture comme il faut. Et ce qui est aussi important que le produit, c'est la distribution. Et ça, même si on arrive avec le meilleur produit, mais qu'on n'a pas la distribution, on n'ira pas très loin. Et c'était ça l'avantage d'aller acheter là-bas. On a commencé avec des participations qui étaient plus limitées parce que dans certains pays, on ne pouvait pas aller au-delà de 10, éventuellement 25. Là, on est dans plusieurs pays au-delà de 50. Mais c'était vraiment l'émergence d'une classe moyenne et d'une classe moyenne qui a des actifs à investir ou des protections à aller chercher parce qu'il y a très peu de choses qui se passent au niveau des employeurs là-bas. Mais encore une fois, pour rejoindre ces gens-là, ça nous prend des conseillers financiers. On a 90 000 conseillers financiers associés à Sun Life en Asie. Wow! Oui. Mais ce n'est pas de la grosse police qu'on vend, par contre. Là. Selon nos standards à nous, ce n'est pas de la grosse police. Mais il y a énormément de gens. Merci beaucoup. Tu ne nous demandes pas à Stéphane et à moi nos visions sur l'Inde et l'Asie. Pas Stéphane, je te laisse commencer là-dessus. Je peux t'aider chez nous, c'est pas sur le radar. On va commencer par Drummond, après ça, C'est ça, tranquillement. On descend au sud. Ouais, c'est ça. On a parlé de technologie. C'est un thème qui est assez récurrent. Stéphane en a beaucoup parlé tout à l'heure. Comment vous entrevoyez l'utilisation? Premièrement, la souscription en ligne, là, ça, c'est peut-être un élément sur lequel je vais vous entendre, puis et où la marge entre jusqu'où on est capable d'aller, finalement. Les optimisations aussi que vous êtes en mesure de faire, jusqu'à quel point, via des nouvelles technologies, vous êtes capable d'optimiser vos processus pour peut-être améliorer votre bottom line, continuer de croître. Puis vous pouvez le prendre d'un point de vue placement, d'un point de vue assurance de personnes, assurance plus collective ou même de dommages dans ton cas. Fait que je vais peut-être commencer avec Stéphane, tiens. Vas-y avec une question, il y en avait 4, là. Oui. Laquelle tu veux qu'on commence? Alors, l'utilisation de la technologie de façon générale, puis je te laisse aller, là. Tu as le droit d'y aller comme tu veux. Malheureusement, l'industrie de l'assurance, l'industrie du placement en général, je pense, a du retard. Continue de prendre du retard. Le niveau de conscience, malheureusement. Puis je vais descendre aux représentants retail, là, le conseiller en sécurité financière, malheureusement. Puis on dirait qu'il y a un niveau de sensibilisation qui est malheureusement limité. Là. Je vais penser en assurance de personnes traditionnelle. L'utilisation pour un courtier de quelque chose d'aussi simple qu'un CRM, là, un Customer Relationship Management System. En placement, on l'utilise un petit peu mieux, mais en assurance, bizarrement, c'est même pas arrivé encore. Là. Puis, tu sais, et ça, c'est dangereux parce que, comme je disais tout à l'heure, quand tu as des produits de masse dans des domaines matures, c'est là qu'à un moment donné, il y a un joueur qui rentre puis qui peut lowballer, soit par la technologie, soit par le prix, soit par l'expérience client. Et ça, c'est souvent mon point, c'est que dans toutes les sphères,
de la chaîne de valeur, c'est-à-dire autant le conseiller, le cabinet en placement, l'assureur ou l'autre intermédiaire. Il faut commencer à regarder le problème ensemble et s'arrimer un petit peu plus. Il y a beaucoup de pertes dans tout ça. Les coûts de transaction sont très, très, très élevés. Là, je ne sais pas jusqu'où vous avez analysé des choses comme le blockchain, mais on ne peut pas mettre ça à côté. Là. Et puis, je ne parle pas du blockchain au sens de vendre une cryptocurrency, ce n'est pas ça l'idée. Mais pour vous donner une idée, si je vous vends un bien de 15 000 complexe, puis j'utilise la blockchain, ça va me coûter 0,22 cents, 0,022 cents. Alors que si on passait par des médias traditionnels de transfert de biens, la même transaction va osciller entre 2, 3 puis aller jusqu'à 4 %. Et ça, on ne peut pas négliger ça. Et nous, évidemment, on le regarde différemment, c'est-à-dire on le fonctionne par marché, c'est-à-dire on fonctionne reverse. On regarde un marché, on dit, OK, comment on fait? L'exemple des baby boomers, ça, c'est le gaga. Ils sont mal servis, ils en veulent, sont éduqués, sont malades, puis ils ont de l'argent. Fait que c'est pour nous autres, c'est comme... Puis ils veulent voyager. Fait que c'est comme ça qu'on le regarde. Et là, on va développer, quand je dis malade, c'est une blague, là, mais la consommation de médicaments est clairement plus élevée. Et c'est là qu'on va développer des outils à l'envers pour remonter la chaîne. Mais ce que je trouve dommage, puis le deuxième point qui est important, c'est de comprendre que le rôle, je vais rester plus retail là-dessus, le rôle retail va changer un petit peu. Un conseiller actuellement va faire peut-être une police ou 2 par semaine. Un conseiller qui fait 100 contrats d'assurance par semaine, ça va être considéré comme beaucoup. Le conseiller de demain va en faire 5 par jour. Puis il va être à son bureau, puis ça va être transigé de façon entièrement digitale, avec des véhicules beaucoup plus modernes de communication. Comme nous, on travaille des projets pilotes actuellement, puis de viser 200, 250 à 300 transactions par conseiller par année, là, c'est loin d'être utopique. Là. C'est le average qu'on se tient. Donc, mon point, c'est que le rôle du conseiller traditionnel va changer. Ça ne veut pas dire qu'il va être éliminé, au contraire. Je pense que son rôle va devenir encore plus important, le rôle de conseil. Non pas faire une microtransaction simple, acheter un CPG de 2 000 $, mais d'offrir un conseiller. Pas plus tard qu'un matin, ma conjointe m'appelle au bureau. Sheila, elle ne sait pas si elle doit mettre de l'argent dans son REER, son REI ou son CELI. Bon, OK, ça c'est une vraie question intelligente. Tu sais, c'est une question complexe qui mérite d'être réfléchie. Donc, ma morale, ma lecture, plus au niveau conseiller, c'est on doit se sensibiliser aux technologies, rapidement migrer, puis migrer aussi notre modèle d'affaires. Merci. Robert? Oui, alors la technologie, évidemment, ça nous impacte dans toutes les sphères, dans toutes nos activités. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Sylvain vient de dire. Dans nos opérations, quand on regarde ça, il y a actuellement une dynamique intéressante qui se développe autour de l'invalidité, entre autres l'invalidité pour des raisons de santé mentale. Et c'est une des places où on pense que l'intelligence artificielle et les technologies vont pouvoir nous aider à poser des diagnostics beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficaces pour le retour au travail de ces gens-là. Alors, on regarde actuellement, par exemple, l'utilisation de tests génétiques pour s'assurer que le protocole de médicaments est le plus efficace. Auparavant, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait du moins cher puis on allait au plus cher. Mais ça, tu peux perdre plusieurs mois. Mais ça, c'est la technologie et l'intelligence artificielle. Des fois, ce n'est pas les preuves médicales qui vont nous mener là, c'est ce qu'on a accumulé comme données avec d'autres patients qu'on a traités. La même chose pour la tarification. Tu parlais des tests. Bien, aux États-Unis, actuellement, ils sont en train de tester une application avec une photo qui va essentiellement compléter la tarification pour toi. Alors, ça, c'est le type de choses dans nos opérations où on investit, où on suit les gens qui sont en train de préparer ces technologies-là. Pour nous, par contre, un des endroits où on a investi énormément, ces technologies, mais c'est surtout l'intelligence de données, c'est sur la fraude. Alors, on a souvent l'impression que la fraude, ce sont des gens qui demandent, en tout cas, dans notre domaine, ce ne sont pas nécessairement des réclamations frauduleuses, c'est plutôt des fournisseurs de services qui profitent du fait que c'est assez facile de soumettre une transaction de temps à autre sans avoir vu le patient. Et
à l'échelle canadienne, on fait énormément d'analyses de données et on trouve les patterns entre les fraudes. Alors ça a un impact réel sur le coût des régimes. Puis je vais finir avec la relation client. On a parlé un peu avant. Un téléphone, c'est plus seulement pour parler, c'est pour faire tes transactions bancaires. Il y a 60% du monde au Canada qui le font de même. Ça va être la même chose avec l'assurance. Je parlais de l'assistant numérique. Pour nous, c'est quelqu'un, c'est un outil pour justement encourager les gens à prendre action. Alors, être toujours là pour leur dire « As-tu pensé à… » Alors ça, c'est… La difficulté qu'on a avec la technologie, c'est d'établir les priorités. Parce qu'assez souvent, on a ce qu'on appelle des legacy systems, que tu ne peux pas juste tourner à off pour aller en faire des nouveaux. Alors, il faut que tu maintiennes tout ce que tu as et en plus que tu bâtisses autour de ça. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression de prendre un peu de recul en raison de tout ce qu'on doit maintenir du passé. Jean-François? Difficile d'en rajouter, là, mais je pense qu'on est… Mais vous autres, qu'est-ce que vous faites? Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu vois? L'avancée technologique, c'est un incontournable. On est en retard comme industrie, dans l'industrie de l'assurance, en gestion de patrimoine également. On n'y échappera pas. Les consommateurs, les milléniaux, mais aussi toutes les autres générations là, ont connu Netflix, connaissent Apple. Donc, le libre-service, l'autonomie devient de plus en plus importante. Puis nos processus sont encore archaïques. Et là, moi, j'ai pris la barre de SSQ il y a 5 ans. On ne parlait pas de ça, de health tech, de fintech, d'insurtech, de chatbot, d'RPA, ou à peu près pas. Puis là, on expérimente, entre autres, chez nous, en télémédecine, on a un partenariat avec une firme qui s'appelle Dialogue, qui rend accessible là, un médecin beaucoup plus rapidement, là, autant pour nos employés que dans plusieurs régimes d'employeurs qui font affaire avec nous. On a implanté aussi une solution de biogénique en pharmacogénomique là, qui aussi permet d'avoir des meilleurs taux de succès puis de ramener les gens au travail plus rapidement puis de leur faire vivre une vie plus normale dès que possible. Donc ça, évidemment, tout ça se fait sur une base volontaire, mais là aussi, on utilise les nouveautés technologiques pour créer de la valeur. Puis c'est ça le danger, là, c'est comment on crée de la valeur pour les utilisateurs, pas juste de la valeur pour les entreprises. C'est là le dilemme qu'on a. C'est la même affaire avec l'intelligence artificielle ou l'analytique avancée. Comment on utilise ces nouveaux moyens-là. Puis ça, j'ai le dialogue constamment avec mes employés. C'est pas seulement pour créer de la valeur pour notre actionnaire, pour nous, comme société d'assurance, mais d'en créer pour nos assurés. Puis je pense que c'est ça notre dilemme, notre défi éthique des prochaines années, c'est de servir correctement, convenablement des nouvelles technologies, puis créer de la valeur d'abord pour nos assurés. Merci beaucoup. Est-ce que vous attendez à des transformations majeures? C'est sûr que là, on y a touché, là, la technologie, le niveau peut-être un petit peu archaïque de l'industrie. Il faut que des changements s'opèrent, mais il y a d'autres secteurs de l'économie qui ont fait face à des changements très, très, très importants. On peut penser au commerce de détail, on peut penser aux médias, on peut penser également au transport, à l'hébergement, Uber, Amazon, Netflix, etc. Et j'en passe. Est-ce que vous craignez des nouveaux entrants dans le marché ou un changement de dynamique profond qui pourrait mettre en péril les joueurs existants, comme vous? Pour moi, la disruption pure, là, c'est-à-dire qu'un Amazon ou un Google rentre dans le marché québécois, j'y crois vraiment pas. À cause du système législatif, à cause de l'encadrement, c'est déjà lourd pour ceux qui sont incumbents. Puis là, de rentrer. Par contre, est-ce qu'il y a des gens qui vont rentrer, puis tantôt, c'est moi qui vais prendre une participation, tantôt c'est Sun Life, tantôt c'est un autre, et ces gens-là vont changer la face de l'industrie. C'est 100% certain que le modèle actuel défragmenté, avec des valeurs différentes en fonction de qui tu parles dans ta chaîne, ça a été prouvé que ces affaires-là, ça ne marche pas. Là. L'histoire du propriétaire de taxi puis avec le chauffeur puis le dispatcher, les trois n'avaient pas les mêmes objectifs. Quand Uber est arrivé, ils ont fait un objectif, on va mettre le client au bout de la ligne.
Puis c'est juste comme ça que c'est arrivé, c'est parce qu'on était dans une industrie qui était défragmentée. Moi, ma lecture est encore plus précise dans le placement. C'est une industrie qui va être hautement chambardée par l'intelligence artificielle et vraiment, là, mais comme... Et pas comme on la regarde actuellement, c'est-à-dire de créer des modèles prédictifs à partir de nos hypothèses. C'est à un moment donné, il va arriver un grand bonze et une grande quantité de données qui va réussir à prouver que quand 100 millions de personnes postent un chat sur Facebook, la récession est à moins d'1 an. Ça va devenir aussi stupide que ça, là. Non, mais les liens causal à effet, parce qu'actuellement, on le regarde une cause, on teste la cause, puis on regarde sur un effet. L'intelligence artificielle, c'est pas ça qu'elle dit. Et dans le domaine du placement, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, sommes-nous dans une fin de cycle? C'est intéressant de voir les arguments. Tous les arguments sont bons, mais on n'a pas de réponse non plus. Et moi, je pense que l'intelligence artificielle dans le domaine du placement va devenir hautement prédictive et justement va changer bien des affaires. Ça, c'est mon humble lecture. Merci beaucoup. Alors, Jean-François, tiens, pour changer l'ordre un petit peu. Assurément. Puis on le constate, là, on le constate de plus en plus. Vous le voyez avec Wealthsimple. Moi, j'ai un jeune fils de 19 ans, puis son premier placement, il y a 2 ans, j'y ai donné le même conseil que mon père m'avait donné. J'ai une job d'été, j'ai 10 000 piastres que j'ai gagné pendant mon été, je veux investir ça, qu'est-ce que je fais? Je dis, va voir ton conseiller en caisse populaire. Il a même regardé, il m'a dit, non, il dit, qu'est-ce que je fais pour faire ça? J'ai dit, faut que tu l'appelles, il a appelé, comment, il faut prendre un rendez-vous téléphonique, il n'y en a pas question. J'ai compris tout de suite que ça n'arriverait pas. J'ai donné 24 à 48 heures en me disant peut-être qu'il va se passer d'autres choses et qu'il va changer d'idée. Au bout de 48 heures, il s'était ouvert un compte chez Wealthsimple puis il avait déjà réussi assez rapidement à se monter un compte, même si même s'il est uniquement âgé de 18 ans. Il y a quand même, on voit quand même qu'il se passe quelque chose, que ces jeunes-là ont des attentes, ont des besoins, ont expérimenté avec des modèles d'affaires différents. Je pense qu'ils vont nous pousser. Bien que je suis d'accord avec Stéphane, des ruptures là, du jour au lendemain, notre industrie est quand même relativement protégée. Il y a toutes sortes de barrières à l'entrée, des capitaux importants qui sont nécessaires. Là, fait qu'il y a quand même certains mécanismes qui nous protègent. Mais je pense que l'industrie du taxi se sentait protégée également. Puis on a vu ce qui est arrivé. Hein. Le produit lui-même n'a pas été révolutionné. Je pense que les produits, on les connaît. Ils sont disponibles en abondance. Mais les modèles d'affaires, eux, ont évolué puis vont continuer d'évoluer. Ce que Uber a fait, c'est relativement simple. Si l'industrie du taxi s'était adaptée en amont, se déplacer du point A au point B, c'est pas si compliqué que ça. Accepter une carte de crédit non plus, te dire à quel moment je vais aller te chercher, éviter le LH. Il y a plein de moments clés dans cette industrie-là qui rendaient l'expérience exécrable pour les utilisateurs. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un modèle. Puis, quand je regarde l'industrie de l'assurance, il y a quand même pas mal de moments qui, aujourd'hui, sont encore exécrables. Fait que oui, on est vulnérable si on n'évolue pas plus rapidement qu'on ne le fait présentement, à mon avis, là, bien qu'il y a quand même des barrières qui nous protègent, puis que c'est une industrie qui est sans doute beaucoup plus complexe que de se déplacer du point A au point B. Quelque chose à ajouter? En fait, je vais aller dans un autre registre, et c'est plus près de nous, mais c'est le PharmaCare. Alors, ce qui est sur la table actuellement, ça pourrait être quelque chose où le gouvernement prend la responsabilité de couvrir les médicaments pour tous les Canadiens. C'est un des extrêmes. Alors ça va changer évidemment toute la distribution des médicaments. Ça peut changer le coût, mais on n'en est pas convaincu. Mais ça va surtout changer le nombre de médicaments disponibles. Et ça, c'est pas en tant qu'assureur, mais je pense que c'est en tant que gens qui regardent l'impact des médicaments sur la santé. Ça peut être inquiétant de la manière que ça va être réalisé, si c'est réalisé. Alors, on a tous participé à ce type de conversation-là. Pour nous, pour être honnête, financièrement, ça a un impact, c'est certain, mais c'est un impact de volume plutôt que de profitabilité. C'est-à-dire qu'on amortit nos frais fixes sur le coût de ces médicaments-là.
S'ils ne sont plus là, bien, il va falloir changer l'équation un peu. Alors ça veut dire que tous les autres produits vont payer pour ces frais fixes-là où on n'a plus les médicaments. Alors ça, c'est vraiment une considération à très, très court terme, mais ça va avoir un impact sur l'industrie si jamais ça arrivait. Et ce n'est pas dit qu'à la fin de la journée, notre assuré va être mieux traité qu'il l'était auparavant. François, tu l'as... Non, bonjour. Tout à fait vrai. Alors, messieurs, merci infiniment pour cette très belle séance. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met un terme, en fait, à nos panels pour aujourd'hui.